pensaient réaliser un simple urbex pour leur chaîne YouTube, ils se sont retrouvés dans une prison russe. Ce que vous vous apprêtez à voir est un épisode spécial dans lequel on accueille Gabriel et Corentin, deux explorateurs qui vont vous raconter les pires anecdotes qu'ils ont vécues. Enfermés dans une prison aux États-Unis. 21h12, un soir d'été, en banlieue de Houston, Corentin et Gabriel s'apprêtent à entrer dans une maison abandonnée. Un décor banal pour deux explorateurs avides de frissons. Mais à peine arrivés, 5 voitures de police les encerclent. Menottés, embarqués, jetés dans une cellule surpeuplée, ils croyaient visiter un lieu interdit. Ils découvrent l'univers carcéral américain. Ou encore, attaqués par des soldats russes. Quelques mois plus tard, cap sur le Kazakhstan. Un désert immense, des ruines spatiales, des fusées soviétiques fantomatiques. L'objectif, filmer l'impossible. Mais cette fois, ce ne sont pas des policiers qui les attendent, ce sont des militaires. Hurlements, projecteurs, armes braquées, ils sont arrêtés. On s'est fait attraper. Emmenés, interrogés par des hommes en civil qu'ils soupçonnent d'être du KGB, le service secret. Une nuit, Corentin se retrouve nu face à un uniforme. On lui tend un survêtement orange et on lui dit « mets-le ». Leur passion les a conduits là où peu d'explorateurs osent aller. Prison, désert, silence judiciaire, ils racontent ce que l'on ne voit jamais, les coulisses d'un rêve devenu cauchemar. Voici les anecdotes les plus folles de Gabriel et Corentin. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans StoryCube. Et je suis assez calme, mais je vois une voiture de police. Du coup, je dis calmement à Gabriel, il y a la police dehors, faut qu'on fasse quelque chose. Ce que je sais pas, c'est que moi j'ai vu une voiture de police, il y en a 5 déjà qui nous attendent. Donc ils prennent ta photo, celle qui sera imprimée sur ton bracelet de prisonnier après, ils prennent tes empreintes, et là après il te dit, va dans cette petite pièce et tu te mets tout nu, et tu toques quand t'es tout nu. Et là j'arrive dans une cellule avec une 50aine de lits, sur 2 étages, et il me dit choisis ton lit. Là tu te dis que t'es là pour un moment. Et là on est dans une base militaire russe. Et il y a des gars avec des AK-47 et tout, genre ils arrivent, ils chopent notre drone, ils savent vous regarder, ils chopent les téléphones, ils les passent en russe, ils regardent tous les historiques de conv et tout. En 30 secondes, il montre une conversation avec David, avec le chauffeur, qui date de 8 ans. En mode explique-nous ça. Ouais. Et là, aïe. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Corentin et Gabriel. 2 jeunes hommes passionnés d'urbex qui vont aujourd'hui nous raconter leurs pires anecdotes. Peut-être qu'on peut juste expliquer aussi vite qu'est-ce que c'est l'urbex. L'urbex, c'est explorer des lieux abandonnés, ça peut être tout type de lieux, des maisons, des villas, des garages, des parcs d'attractions, enfin tous les lieux qui existent physiquement sont abandonnés quelque part dans le monde. Et nous, depuis 8 ans, on les trouve un peu partout et on les explore, donc on a déjà pas mal voyagé. Et là, on était parti en février pour un road trip de 3 semaines, on traversait toutes les États-Unis. Et c'est à Atlanta, que s'est passé le drame. Vous vous attendiez à quoi quand vous êtes parti faire cette exploration aux États-Unis Les États-Unis en général, ça va. On fait quand même très attention parce qu'on sait que les policiers sont armés, on sait que les gens sont armés aussi, donc on fait vraiment plus attention que d'habitude. Et on savait qu'en Géorgie en particulier, c'était un peu plus chaud. Enfin, les policiers étaient un peu plus chauds, donc on a fait gaffe. Pendant 2-3 semaines, ça s'était super bien passé. Toutes les explorations s'étaient bien passées. Vous avez fait quoi comme exploration là-bas? Beaucoup de choses. On est parti à Détroit, la ville la plus dangereuse avec le plus de lieux abandonnés au monde. On a exploré des avions abandonnés qui ont servi à faire du trafic de drogue. Des maisons abandonnées avec des armes à l'intérieur et de quoi faire pousser du cannabis. Et jusqu'à présent? Tout s'était très bien passé. Mais du coup, quand tout se passe très bien, au bout d'un moment, tu commences à baisser ta garde. Ouais. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand on a exploré cette maison abandonnée. Surtout qu'on était déjà parti avant 2 fois aux États-Unis pour à peu près la même chose les années précédentes et tout s'était super bien passé. Donc on était un peu en mode on est intouchable. Ouais. Sauf que pas du tout, la réalité nous a très vite rattrapé ce jour-là. C'est quoi le lieu que vous allez explorer ce jour-là? Une banale maison abandonnée. Avec une histoire particulière, mais la maison en soi, elle a rien de spécial, elle a juste une histoire vraiment super intéressante. C'est quoi l'histoire? Oula. On peut en parler. En fait, ça appartenait à quelqu'un qui s'est fait arrêter par le FBI quelques années auparavant, je crois en 2016, quelque chose comme ça, parce qu'il était accusé de kidnapping d'enfants, de séquestration, etc. Donc une maison de psychopathe, quoi. Ouais. Un peu, ouais. Qui a été abandonnée depuis. Le propriétaire est toujours en vie, mais n'habite plus dans cette maison et tout a été laissé sur place. Donc c'est un peu une petite capsule temporelle avec tous les objets d'époque et Quand tout. tu dis le propriétaire, c'est que le mec a été arrêté? Ouais. Ok, donc techniquement, il y a encore tous ses objets, tous les trucs à lui. C'était sur place, ouais. Tous ses vêtements, il y a vraiment Les voitures. Et même les voitures. Et cette maison, il y avait parce que c'était un ancien pompier. Du coup, il y avait un grand camion de pompier des années 70, peut-être 60, devant, qui était absolument magnifique. Et donc voilà, c'était une maison abandonnée, comme on en voit beaucoup. Dans un quartier assez privé, c'est les voisinages aux États-Unis, à la Desperate Drive, t'as que des maisons, t'as rien d'autre. Ouais. Et on a fait la bêtise d'arriver en voiture, pile devant la maison,
Et à ce moment-là, il y a 2 voisins, vraiment la maison d'à côté, qui nous disent bah les gars, vous pouvez pas rester là, enfin, bougez. Il y a aussi qu'on a fait une erreur, c'est qu'on n'avait pas n'importe quelle voiture, on avait une Corvette, donc ça se remarque. Ouais. Et donc les voisins, ils nous ont directement remarqué en plus, et on s'est garé un peu après. Enfin, vous repartez, vous vous garez plus loin, c'est ça? Ouais, c'est ça. 100 mètres plus loin, même pas. Ouais. Un peu bête sur le moment. Mais C'est ça. on se dit tranquille, c'est une maison abandonnée, on va pas rester longtemps, dans tous les cas. Le voisin qui vous dit de partir ressemble à quoi? C'est un grand-père qui taille ses avec Ouais. sa femme. C'est un couple de retraités qui était juste là. Vraiment, c'est des voisins bienveillants. Ils sont au courant que la maison à côté de chez eux est abandonnée. Ils savent que je pense que toutes les semaines, voire tous les jours, il y a des gens qui viennent, donc ils sont forcément très à l'affût. On se gare un peu plus loin, on voit qu'ils sont toujours devant dans le jardin. À un moment, ils ont le dos tourné, on court, on passe dans leur dos, et donc on s'infile par derrière. En fait, toutes les portes et les fenêtres étaient ouvertes, donc vraiment c'était ouvert aux 4 vents. Comment ça se passe quand vous arrivez là-bas? La maison, elle ressemble à quoi? Très vintage. Très Et un peu vintage. menaçante. Tu sais, ce côté un peu de maison qui commence à moisir un peu de partout, qui fait un peu peur, quoi. Le dernier partout, c'est du vieux plâtre, du vieux bois qui se décrépit. Bah d'ailleurs, juste avant de rentrer dans la maison, t'as failli mourir parce que en À marchant, mourir. Me ça aurait, casser une pu, jambe. ça aurait pu être très grave. En marchant sur la terrasse, il est passé à travers la terrasse. Ouais. Et là, c'était une terrasse qui était à 4 mètres de haut. Ouais, 3 mètres. Ouais, 3-4 mètres de haut. Ça aurait pu être un peu chaud, enfin tout est vraiment moisi sur place. Donc, ça, c'est filmé ou pas? Ouais. C'est filmé, Ouais, il y a ouais. le truc où on voit la GoPro qui passe au niveau du sol assez rapidement. Et moi, j'ai aucune réaction, genre juste que je dis à Corentin, vite, dépêche-toi. Enfin, en mode, n'a pas capté ce qui aurait pu se passer. Ouais. À ce moment, on a un peu, il y a l'adrénaline, etc. Mais du coup, tu descends d'un étage, quoi. Enfin, Ouais, Il y a- enfin, il y a il y a une juste seule mon pied jambe, droit qui tombe. Ouais, ok. Donc ça va, tu vois. Ok, mais ok. Ça aurait pu être un peu dramatique, surtout qu'en sortant de la maison, bah, la même chose, Ouais. en courant. Et du coup, on est dans la maison, on passe, je pense, 20 minutes, même pas dans la maison. Et là, Corentin regarde par la fenêtre. Et je suis assez calme, mais je vois une voiture de police. Et c'est vraiment dans un tout petit truc, je vois une voiture de police. Et que je pendant sais. que vous êtes dans la maison, Pendant qu'on explore. Du coup, je dis calmement à Gabriel, il y a la police dehors, faut qu'on fasse quelque chose. Ce que je sais pas, c'est que moi j'ai vu une voiture de police, il y en a 5 déjà qui nous attendent. et t'es sûr qu'ils sont là pour vous? Enfin, Bah ouais, dans un quartier aussi calme que ça, ils sont garés devant. C'est bizarre. Et déjà, la veille, on avait fait une course-poursuite de ouf pour s'enfuir de la police. Enfin, ça, c'est une toute autre histoire. Mais du coup, on est toujours un peu dans cette dynamique de s'enfuir et pas se faire attraper. Ouais. Sauf que du coup, si on s'enfuit par l'arrière, si on doit couper par la forêt, puis ressortir par le jardin de quelqu'un, on se retrouve dans une autre rue et notre voiture, elle est garée au bout. Donc, Ouais. Il y avait le problème de notre voiture, en fait, on pouvait pas l'abandonner C'est ça. et ils savaient que c'était la nôtre. Donc on s'est dit, on sort le plus vite possible de la maison et on se présente aux policiers, pas paraître agressif pour la carte de l'honnêteté, en final. Voilà, et en fait pour qu'ils sachent aussi que c'est pas des cambrioleurs à l'intérieur ou des personnes qui sont potentiellement menaçantes. On veut vraiment se présenter gentiment. Parce que là, vous vous dites, en fait, on peut pas fuir, la voiture, elle est à 100 mètres. Ouais. Ouais. Ils nous verront Et pas. souvent, elle paye la carte de l'honnêteté. Ils disent bon bah vas-y, t'as fait une bêtise, tu l'as dit, c'est pas grave. Souvent, ils pardonnent. Là, pas tant que ça. Ils étaient assez vénères. Je pense qu'on s'approche. Il y a 5 policiers qui viennent directement face à nous. Et ils nous demandent, toi, ils te chopent. Ouais, au début, sale ils vont bras. commencer à nous parler et déjà, ils vont nous dire une phrase quand même qui est assez marquante. Dire heureusement que vous êtes présentés parce qu'on s'apprêtait à débarquer armes au poing dans la maison. Nous, à ce moment-là, ils pensent qu'on est américains. Enfin, normal. Du coup, ils pensent qu'on est potentiellement armés, vu que là-bas, tout le monde peut l'être. Du coup, au début, ils sont vraiment très. Ils attrapent les bras, ils nous Ouais. les tiennent pour palper. Enfin, la première palpation, ils voient qu'on n'est pas armés. Ils demandent les passeports, ils voient qu'on est français. Et à ce moment-là, on se dit bon, bah, en vrai, ils nous contrôlent, tout va bien se passer. Que nenni. En vrai, on a l'impression que ça va bien se passer parce qu'ils nous disent bah voilà, c'est interdit et tout, repartez. Et en fait, ils nous disent par contre, vous repartez à pied. La voiture, on la prend. Et donc là, on se dit c'est bizarre quand même. Et en fait, ils nous signalent que la voiture apparemment est pas assurée. Alors qu'on s'était fait contrôler par la police la veille, ils avaient vérifié nos trucs et elle était assurée la voiture. Ouais. Et là, on se dit qu'il y a un truc qui est bizarre. C'est genre, en mode, ils essaient d'inventer des prétextes pour nous arrêter. Et du coup, il y a une dépanneuse qui arrive, qui prend notre voiture. On attend Tout ça, un c'est Uber. hyper long. Hein. Enfin, le moment où ils nous disent qu'ils vont prendre la voiture et au moment où on attend, il y a une bonne demi-heure qui passe. Mais- Corentin, il est au téléphone avec le propriétaire, il l'engueule, il passe le propriétaire au téléphone au policier. Le propriétaire dit qu'elle est assurée. Nous, on le croit parce que la veille. Le propriétaire de la voiture, donc tu dis. Le propriétaire de la voiture, ouais. Et on le croit parce que la veille, on s'est fait contrôler, il n'y avait aucun problème avec la plaque. Donc on est en mode, bah. On sait pas trop quoi faire. Gentiment, le propriétaire nous dit, bah, je vous commande un Uber. Parce que vous êtes perdu au milieu de rien, ça va vous ramener à votre hôtel. Techniquement, s'ils prennent la voiture, ça a quoi comme conséquence? Enfin, ça fait quoi? Bah, nous, on s'en fout. Ouais, parce que C'est pas grave, mais juste on est à pied. Ouais. Ouais. Et en fait, et c'est là qu'on va penser que c'est un peu un piège et qu'il y a limite un complot contre nous, c'est qu'en fait, du coup, ils prennent notre voiture, on est donc à pied, on attend le Uber, et eux, ils sont là en fait. Ils nous surveillent au loin, et on se dit, mais en fait, ils ont peut-être fait ça juste pour qu'on reste un peu ici. Et quelques minutes plus tard, il y a la voiture de policier commence à avancer vers nous lentement. Nous, on était assis à ce On moment-là. était assis, ouais, vous attendez l'humeur, quoi. c'est ça. Il y a 2 policiers qui sortent,
Et là, je pense le plus gros ascenseur émotionnel qu'on peut avoir. Ils nous disent, il y a eu un petit problème de communication et tout, et donc on se dit, ah ok, on va peut-être récupérer notre voiture et tout. Et là, ils nous disent, vous êtes en état d'arrestation. Levez-vous, menottes dans le dos. On n'a même pas le temps de se lever, ils se mettent un chacun derrière nous, ils nous passent les menottes, ils nous serrent les menottes, on se retrouve main dans le dos, on n'a plus le droit à nos téléphones, on peut plus rien faire. Ça vide nos poches sur le capot et ça met tout dans un sachet. Ouais. Et là, on se dit, aïe, on commence à avoir un petit problème, mais bon, si on va juste au poste de police, ça devrait aller. Dans les voitures, on est séparés. Corentin et moi, on n'est pas dans la même voiture, donc déjà, on peut pas parler ensemble. Moi, j'ai pas de chance, je tombe avec le fou du bus. Genre, je suis avec un gars qui se fait arrêter je sais pas quand, il me raconte sa vie. Moi, je suis en mode, je sais pas ce que je vais faire. Je lui dis que je suis français, il me dit, mais c'est génial la France. Peu importe quel business tu fais aux États-Unis, tu mets français dedans, ça va cartonner. Et moi, je suis en mode, mec, j'ai mes notes, je m'en fous, me parle pas. Et toi, il te dit un truc plutôt rassurant à ce moment-là. Avec les fous du bus. Ouais, moi, ça me saoulait, il me parlait et tout. J'étais en mode, Déjà, le confort de l'arrière des voitures de police, c'est un enfer. C'est pas des sièges, c'est du plastique Ah en ouais. fait. sachant que t'as les menottes. Et t'as dans les le dos. menottes dans le dos, donc tu peux pas vraiment t'asseoir, t'es dans un Ouais, truc un ouais. peu. Et t'as très peu de place parce qu'il y a une grille pour te séparer. Enfin, c'est horrible. Et du coup, moi, j'échange un peu avec la personne. Et là, en fait, ça va être la douche froide aussi parce que je discute un peu avec lui et il est plutôt sympa. Je me dis, bon, il nous amène au poste de police, ça va être réglé, peut-être qu'on aura une amende. Et en fait, là, il dit une phrase et je tilte un peu après, mais il parle de prison. Et du coup, je dis, attends, on va en prison? Il dit, ouais, vous allez en prison. Et en fait, je comprends qu'on va pas au poste de police et qu'il nous amène directement en prison. Et quand on va arriver, le trajet va durer longtemps en voiture, ça va durer 20-30 minutes, et jusqu'au moment où on arrive au detention center, et là t'arrives, t'as une énorme grille métallique avec des barbelés. De 10 mètres de haut. De 10 mètres, ouais. Tu passes plusieurs sécurités et tout, et t'arrives dans un truc, et là tu te dis, bah tu vas plus Et sortir quoi. Le truc, c'est que toi, il t'avait dit, à 18h, vous êtes dehors. Il y a un truc comme ça. Hein. Ouais. Il t'avait dit, dans On nous a l'après-midi, dit, vous êtes sortis. Parce que tu sais, il y a des vagues de jugement, et ils nous disent, bah à 18h vous êtes dehors, parce qu'il y aura les jugements. Rassurant à ce moment-là. Sachant que nous, le lendemain, on a un avion à prendre. Nous, on se dit, bah tranquille, on va la voir. Bon, bah ça va être une anecdote marrante. On arrive dans le bâtiment, c'est des grands sièges en pierre où t'es assis. T'attends là, il y a plein de gens, enfin il y a tous les gens un peu loufoques, tous les gens les fous du bus. Ils te récupèrent toutes tes affaires, ils font une première fouille du sac. Vraiment, c'est long, nous on a un sac avec plein de matériel, il est rempli, fait cette taille. Un par un, toutes les batteries, tous les chargeurs et tout. Ils commencent à faire la liste, etc. C'est super long. Ils fouillent tout, et après ils fouillent toutes nos poches, ils nous prennent les cordons, les lacets. Et là on se dit, c'est bizarre quand même, ça va vraiment au bout de la blague la prison. Et après, du coup, bah, on passe toutes les procédures administratives, ça dure une éternité. Enfin, ils sont pas là, ils sont pas pressés dans tous les cas, t'es en prison. C'est-à-dire combien de temps? Déjà, il y a un truc qui est terrible, c'est que t'as pas la notion du temps. Oui. T'as pas de montre, t'as pas d'horloge, ils te disent pas l'heure. Donc ça paraît très très long. Je pense que ça dure 2 heures tout ça. Avant qu'on se retrouve dans... Ouais. Facilement. On avait dit 18h, on est dehors, on a mal. Ah ouais, bon, bah ça va être chaud là, j'espère que c'est vite le jugement. Et on fait toute la paperasse, etc. On a un carton énorme avec toutes nos affaires qu'on donne. Et toutes les choses qu'on a dans nos poches qui sont dans une énorme... Ils mettent un carton comme ça, toutes nos affaires étalées dessus, ils le plastique sans air dessus, donc tu sais, tout est moulé. Ouais. Tu vas voir quand on va continuer à te raconter, mais c'était littéralement les prisons américaines, c'est ce que tu vois dans les films. Et du coup, on débarque dans une grande pièce, où, enfin tu sais, les portes, paf, ça se ferme, ça se referme, la double porte avec un sas. On se retrouve dans une pièce où il y a peut-être une 40aine de chaises au milieu, t'as plein de gens qui attendent et des cellules sur les côtés, et une espèce d'une zone en verre avec des gens derrière le bureau. Et ça parle. Il y a une télé avec Pirates des Caraïbes, du coup bah nous on se pose, on regarde Pirates des Caraïbes. Vous dites quoi, faut à ce moment? Bah non, t'as rien à faire, faut attendre et qu'ils disent ton nom et tu vas aller chercher les papiers. Donc nous on est juste en mode bah on espère que ça va aller vite. Vous avez peur? Vous êtes comment À vous? ce moment-là, pas tant que ça, on a toujours l'espoir de on sort à 18h. En fait, C'est on ça. est buté là-dessus. En fait, tu te raccroches un peu à ce que tu peux et t'as aucune idée qu'en fait que les prochains jours tu vas les passer en prison. Enfin, du coup, on n'est pas trop stressé pour l'instant. On va avoir un craquage mental après, mais du coup là juste on attend, on se dit bon bah voilà, on espère que ça va passer vite et tout. Et après, en gros, ils ont un moment où on nous donnait à manger parce qu'il commence à être tard. Il est quelle heure là à peu près? Je pense qu'on avait passé le grade des 18h. Je pense que déjà il devait être 19h, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ils nous enferment tous dans une cellule. On est. Parce que tu peux pas manger dans la pièce au milieu, c'est tout le monde dans une cellule. Des cellules genre pour 20-30, Ouais, là, on se avec une retrouve, toilette, un banc, enfin des bancs de chaque côté. Et quand ça on parle mange. de banc, c'est un bloc de béton. Ok, ouais. Et la Aucun bouffe, confort. c'est un bloc de béton. La bouffe aussi. C'est dégueulasse, c'est de la patouille. Tu sais, on peut avoir ce cliché en mode la bouffe dans les prisons, c'est dégueulasse. Je sais même pas comment ils ont réussi à faire un truc aussi dégueulasse. C'est ça, c'était abominable. C'était une bouillie blanche sans goût. C'est le combo Amérique plus prison. C'est vraiment la pire bouffe au monde. C'était terrifiant. Donc tu manges un peu de légumes et tout pour avoir un peu de force parce que t'as rien d'autre à faire et à manger. Et après on attend et ça passe, on reste 2 heures je pense dans la cellule à attendre. Ouais. Et après Avec des gars qui vont pisser dans le coin et tout, Ouais. genre l'enfer. Ça ressemble à quoi un peu les autres gars qui sont avec vous dans la... Beaucoup de...
pense que tu dois les reconnaître, les gars un peu sous-mètres, avec la peau tout abîmée, il y a beaucoup de gars, des craquettes comme ça, des gars qui ont l'air tout normaux, des gars qui ont l'air tout jeunes. Il y en a qui ont l'air très jeunes, ouais. Et t'as aussi, t'as des meufs. Enfin, quand on est dans la grande salle, t'as un côté avec les sièges des mecs, un côté avec les sièges des meufs, qui sont beaucoup moins. Et t'as des cellules pour les meufs dans lesquelles elles vont manger tout ensemble. Et au bout de 2 heures, on ressort, on a encore 1 heure de... Il y a une télé, heureusement, qui fait passer le temps. Ou de temps en temps, il y a les news, donc avec l'heure. Et là, on se dit, ah oui, il est cette heure-là, on sera pas sorti. Et à un moment, Corentin, t'es le premier à être appelé pour aller voir les papiers. Ouais, en fait, il y a du coup des policiers qui arrivent et en gros, qui remettent les cautions aux gens. Les cautions, bah, c'est juste en mode la somme que tu dois payer pour sortir. Et nous, on est prêts vraiment à payer tout l'argent qu'il faut pour sortir à ce moment-là. Et du coup, bah, je passe les trucs et il me donne ma caution, il me donne $1320. Déjà, ça Donc c'est pas mal quand même. Ouais, $1320 chacun pour sortir. Et donc je lui demande... 2600, pardon, ça fait 2600. Sachant qu'il y a les taxes, c'est 1500 en tout. Ouais. Il y a la TVA, enfin, eux, ils la comptent pas, mais... Du coup, je lui demande, bah, ok, je veux bien payer pour sortir. Il dit, bah non, tu peux pas payer, il faut que ce soit quelqu'un à l'extérieur qui paye. Je lui dis, enfin, je suis français, je suis aux États-Unis, j'ai personne ici, comment tu veux que je paye et tout? Il me dit, bah, tu te débrouilles. Et après, on est en mode, bah, tu demandes à avoir ta carte bleue ou je sais pas quoi, mais ils veulent pas te la donner. Ouais, ils veulent pas que je paye, quoi. C'est le pire, j'avais jamais compris, mais quand t'as une caution, tu peux pas la payer toi? Non. C'est quelqu'un de l'extérieur qui la paye. Ouais, c'est... Et donc là, on se dit... On se rattache au plan B, faut appeler au téléphone, il y a des téléphones mis à disposition, c'est, bah, on appelle la France, on demande de l'aide, on n'a pas le choix, on voulait s'en sortir par nous-mêmes, on peut pas. On peut pas appeler la France. Ouais, c'est ça. Avec les téléphones? Ouais, tu peux pas appeler la France. Donc, faut appeler un numéro américain, on n'en connaît aucun. Bah oui, normal, bien sûr. Il commence à être tard. Et du coup, on a une solution, ça s'appelle le consulat. Consulat fermé. Il est fermé. Il est 21h, c'est mort. Donc on peut pas appeler la France, on peut pas appeler le consulat, on connaît personne aux États-Unis. On en est au plan E. C'est ça. Le plan E, c'est au-dessus des téléphones, t'as un énorme truc avec des messages qui défilent. C'est que des numéros d'avocats, mais ça paraît être des gags, les numéros. C'est genre super avocat, méga, super fort. C'est genre, c'est que des gags, un peu à la Saul Goodman. C'est genre Better Call Saul, c'est ce que je veux dire. C'est exactement ça, ouais. Et on les Putain, appelle. c'est dingue, du coup, c'est vraiment comme ça que ça marche, c'est des avocats. En gros, c'est des bound companies. C'est des sociétés qui payent ta caution et qui prennent une taxe en plus, tu vois. Et comme ça, tu peux payer enfin, tu peux les rembourser de manière étalée. Si t'as pas trop d'argent et tout. On les appelle, on leur demande. Saul Goodman comme ça. Ouais, c'est ça. Et on leur demande, bah, est-ce que vous pouvez payer notre caution? Et on vous paye directement en sortant, on vous paye tout d'un coup. Il dit, bah, ouais, mais il nous faut un contact. Il faut qu'un proche fasse un premier versement et qu'il soit aux États-Unis. Donc c'est mort. Mais j'en peux plus. Ouais, donc. Ah, mais nous, on n'en pouvait plus parce que nous, on était en prison à ce moment-là. C'était horrible. Et du coup, là, vraiment. Je vais voir un policier, je suis à 2 doigts de pleurer à ce moment-là. Parce que je me dis, tu sais, genre, toutes les solutions qu'on essaie de faire pour sortir, ils me disent non. Je dis, ouais, monsieur le policier, est-ce que je peux prendre votre téléphone, appeler un numéro français? Enfin, donnez-moi une solution. Il dit, bah, non. Je suis en mode de, bah, du coup, on reste en prison à vie. Ouais, c'est ça. C'est le glitch. Et il va rigoler, il dit, bah non, je pense que sur ton papier, il y a une date et c'est la date à laquelle tu sors. Il y a marqué 25 avril. On était en février. En fait, tu sors la date de ton procès. T'es libéré comme ça. Donc là, ça aurait été 2 mois et demi de prison. Avec des gars qui ont peut-être tué des gens, fait du trafic, enfin des trucs hard, tu vois. Et à ce moment-là, dans la prison, on sait qu'on sortira pas ce soir. Faut attendre le lendemain pour appeler le consulat. Donc on sait qu'on tape au moins 1 nuit en prison. Le consulat, concrètement, c'est quoi comme solution? Enfin, genre, c'est... Bah, c'est t'appelles et tu dis, s'il vous plaît, appelez mon daron. Ouais, enfin, tu leur donnes le numéro. France. Parce qu'en gros, tu peux payer, t'as aussi un truc sur Internet où tu peux payer pour quelqu'un. Donc c'est en mode, t'appelles et tu dis, bah, appelle un pote à WAM qui payera. Et on se dit, bah, c'est une nuit en prison ce soir. Et en gros, la prison se base, il y a 3 étapes différentes. La première, c'est celle dans laquelle on se trouve, un peu attente, où tu reçois tes papiers, on va te mettre en tenue jaune et tout. La deuxième, c'est une zone où Corentin est allé. C'est un peu plus longtemps, ouais, c'est quelque chose comme 1 mois. En gros, tu restes 1 mois. Si ta caution n'a pas été payée, tu vas dans la 3e zone, et celle-là, elle est hard. Ouais, c'est ok. On va te raconter au fur et à mesure, dans tous les cas, de comment ça avancer, parce qu'on va passer par des étapes qui sont aussi horribles. Mais en fait, là, ce moment-là, il était horrible pour nous, parce qu'en fait, ça faisait genre 4-5 heures qu'on essayait de faire plein de choses pour sortir, tu vois, on était vraiment actifs, on voulait sortir. Et là, c'est le moment où en fait, on a baissé les bras, on a abandonné. Bah, il n'y avait plus rien à faire. T'as plus l'énergie, t'as plus aucune idée, tu vois, genre on a tout tenté, c'est mort. Et tu dois abandonner, et tu te dire, bah, tu vas passer une nuit en prison. On va passer aussi par la case test médical qui est un peu étrange, où ils te demandent si tu t'es déjà fait agresser, si tu prends des médocs. Ils veulent te mettre une piqûre, tu sais pas ce que c'est, mais ils sont obligés, genre t'es obligé d'accepter. Donc il te T'as refusé, toi, et il t'a dit qu'est-ce qui se passait si tu refusais? Bah en gros, c'était un peu plus tôt avant qu'on sache qu'on passe la nuit là-bas. Moi j'ai dit non, je veux pas me faire piquer. Et il m'a dit bah du coup faudra attendre demain matin pour le bilan médical. Moi j'ai dit ah non, moi je veux sortir ce soir, pique-moi, tu vois. Au final,
On a quand même dormi là-bas. Finalement, cette piqûre, on sait ou pas? On sait pas. Non, si, c'est les maladies hyper contagieuses aux États-Unis de peau, là. Et là, c'est un peu le début horrible, quoi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on pensait qu'on allait juste rester dans cette salle, attendre, etc. Et du coup, nous, on va dans la cellule dans laquelle on était avant, où on avait mangé, et on s'allonge. Lumière allumée, pleine balle. Ouais, il faut savoir qu'ils mettent des néons partout pour t'empêcher de dormir. Mais du coup, comment tu dors Moi, j'avais des papiers, j'ai mis des papiers sur ma tête. Et il fait super froid. Mais genre, t'es pas censé pouvoir dormir, du coup? Ah si, mais tu galères. Si, mais en fait, c'est vraiment un truc, je sais pas, c'est super malsain. Et par exemple, tu vois, sur les néons, il y a des papiers journaux qui ont été collés par les prisonniers pour essayer de dormir. Et les policiers, ils les enlèvent, ces papiers journaux. Pour avoir ces néons tout le temps super forts, c'est... Et en plus de ça, t'es mort de froid, genre, il fait vraiment trop froid, tout le monde a ses manches dans son t-shirt, Ouais, toi, tout le monde est comme ça, blotti comme ça, tout le monde a vraiment super froid. Il Donc faisait c'est super un froid. calvaire de dormir. Et après, on va passer par l'étape mugshot. En fait, là, ce qui est assez horrible, c'est que nous, on pensait qu'on allait juste rester comme ça, on dort et tout, et vers 2h du matin, il y a un policier qui vient me chercher dans la cellule et qui me prend et qui Tu te m'amène. prends toi directement? Ouais, il me dit, viens, suis-moi. Il me fait asseoir sur une chaise, il me prend ma photo, donc le mugshot qui sont publiés sur internet et tout, genre. Ouais, ils ont une page Facebook qui Ouais. partage tous les mugshots. Donc ils prennent ta photo, celle qui sera imprimée sur ton bracelet de prisonnier après, ils prennent tes empreintes, et là après il te dit, va dans cette petite pièce et tu te mets tout nu, et tu toques quand t'es tout nu. Ok. Ça, c'est à 2h du mat? Du coup, je vais dans la salle, je me mets tout nu parce que j'ai pas le choix. Ouais. Donc je suis tout nu, je toque, le mec il arrive, il me demande, il m'inspecte pour voir si j'ai rien sur moi. Il me demande de mettre en squat et de tousser pour voir si j'ai rien dans les fesses. Et après il me dit tiens prends ça et mets-toi en tenue de prisonnier. Donc la tenue qu'on voit dans les films, là c'était une tenue jaune avec une petite poche ici, des chaussettes, un slip, des sandales. Cop Country Jail écrit dans le dos. Ouais, il m'assoit sur une chaise, il me note à un autre prisonnier, et là je comprends que je vais en cellule quoi. Et donc toi tu comprends pas parce qu'il était encore en train de dormir. Moi, je me réveille, je vois sur le côté, il n'y a plus Corentin. Je suis il se passe quoi? Il a dû aller boire, faire un tour. Et je vois, il est menotté comme ça en orange. Je me dis, non. Ah putain, tu le vois du coup? Ouais, justement. Et genre, je me dis, non, on n'est pas là, tu vois. Et je commence à venir lui parler en mode, ouais, il se passe quoi là? C'est quoi cette dinguerie? Une gardienne qui me dit, arrête de lui parler et tout, barre-toi. Ouais. Genre, moi, je prends un coup de pression, je fais, ok. Du coup, je retourne m'allonger, mais je sais que c'est le sort qui m'attend. Ouais, putain. Ouais. Et là je me dis putain, t'abandonnes quoi. Ça y est, C'est bon. c'est bon, j'ai perdu la... J'ai plus de droits, j'ai plus rien, je peux rien faire, je dois juste les écouter et tout. Du coup, on était 4 prisonniers et on part dans des très longs couloirs. On prend un ascenseur qui monte, puis un ascenseur qui descend, puis un ascenseur qui remonte. Tu te dis, tu sais, genre, à ce moment-là, j'étais en train de compter les portes. Tu sais, genre le nombre de portes avant la sortie, j'avais 15 portes à passer avant la sortie, je me dis, mais je suis foutu quoi, je vais jamais sortir. Et après, on arrive dans une salle, ils te donnent un matelas, un petit sachet avec une brosse à dents et une petite cup pour boire, et une couette, des draps. Et là, j'arrive dans une cellule avec une 50aine de lits sur 2 étages, où il y a plein de prisonniers, et tu vois, il me dit, choisis ton lit. Là, tu te dis que t'es là pour un moment. Pour juste être allé dans une maison abandonnée. Donc là, horrible, tu vois. Mais en vrai, il commençait à être tard, je pense qu'il était 4h du matin. Et à ce moment-là, j'avais super mal à la tête. J'avais vraiment très mal à la tête. J'essayais de boire tout le temps de l'eau, mais j'avais quand même très mal à la tête. Parce que toutes les lumières blanches qui t'éclatent les yeux et tout, c'est horrible. Du coup, je vais juste me mettre dans un lit. Il y a évidemment les néons qui sont super forts au-dessus de moi. Je prends un drap. Il y a les néons aussi dans les pièces là où il y a lui? Ouais. Et qui ne sont jamais éteints. C'est pour rendre fou les prisonniers. Ouais. Et du coup, je prends un drap, je me les mets autour de mes yeux et j'essaie de dormir. Je vais me faire réveiller à 6h du matin par un garde pour rien. Juste, il va me réveiller et il va continuer à marcher. Et je lui dis, c'est une blague, tu vois. Et je me rendors. Après, il y a le petit déj qui arrive. La chance. Et petit déj horrible. Dans un gros plateau en bois. Il y avait une sorte de grosse brioche imbibée d'eau. Des cornflakes hyper des humides. cornflakes Qui sales. ont passé une semaine ouais. dans l'eau, genre dans le lait. Du lait aussi. Et ton déjeuner aussi qui arrive. Ton déjeuner qui, d'ailleurs, ils font des trucs très bien, c'est qu'ils te font un sandwich, mais ils mettent des sachets en plastique à l'intérieur. Et avec des sauces à l'intérieur, et tu dois enlever les sachets, mais c'est collé dans tout, et du coup c'est horrible, t'en as partout. C'est tout est pensé pour rendre fou les gens. Et c'est terrifiant, genre. Ça marche. Ça marche. Mais vraiment, c'est poussé à l'extrême pour te rendre fou. Moi, à ce moment-là, vers 6h du mat, je suis scotché à la télé parce que pour avoir l'heure avec les news, parce qu'à 8h, le consulat il ouvre, et je vais être le premier à appeler. Et c'est infernal le temps, t'as les yeux rouges, t'es comme ça, genre t'es pas bien, t'as pas dormi de la nuit. À 8h du mat, j'essaye d'appeler au téléphone. Et en fait, c'est Corentin qui s'en occupait depuis le début d'appeler au téléphone. Et en fait, c'est pas si simple d'appeler au téléphone, parce que tu dois mettre le numéro de la prison, puis ton numéro de détenu, puis le numéro que t'appelles. Ouais. Donc, et ton code secret aussi. un code secret, donc tu sais, c'est un enfer. Moi, j'arrive comme ça, je suis perdu. C'est les autres détenus qui m'aident à gérer le truc. Moi, je suis en galère.
Et là, j'entends une voix française. Oui, bonjour, ici le consulat d'Atlanta. Et là, je dis, oh, let's go. S'il te plaît, je donne le numéro de mon père. Je lui dis, appelle mon père, je suis en prison, s'il te plaît. Sauve-moi. Je lui donne le nom de la prison et tout. Il me dit, ok, bah, rappelez-moi dans 2-3 heures. Non, mais je te rappelle dans 10 minutes, moi. Genre, je vais appeler tout le temps. Et au bout de peut-être 1 heure, 1 heure et demie, je rappelle. Il me dit, ouais, j'ai eu votre père au téléphone. Il a payé la caution, c'est carré et tout. Et là, je suis ok. J'ai pas eu à mettre tout nu comme Corentin, je suis encore en tenue normale. Je vais voir le gars derrière les vitres, je dis ma caution elle est payée. Il regarde, elle est payée mec. Sauf que vu qu'on est français, en fait c'est beaucoup plus dur, enfin c'est beaucoup plus long que les gens, les Américains. Parce que je pense qu'il y a des trucs à traiter dans le document, il me dit vas-y assis-toi là, c'est carré. Et là il y a le gars qui avait mis Corentin tout nu qui vient me voir en mode à ton tour. Et là moi je suis en mode mec, j'ai payé ma caution elle est payée, je suis I'm free, I'm a free guy. Il me dit non tu viens. Et ma caution est payée, et tu sais j'insiste un peu. Et là, il me regarde comme ça en mode. S'il hausse les épaules, bon bah vas-y, hein. Vas-y si tu veux, je vais faire ça. Et du coup, la même étape. Aucun droit là-bas, quoi. T'es obligé de faire tout ce qu'ils disent. Je fais la même étape que Corentin, je me mets tout nu, tenue orange. Je suis assis, menotté à un gars. Et là, j'ai trop de la chance parce que le gars à qui j'avais dit que ma caution était payée, qui avait dit ok, c'est carré, il sort de son petit bureau, il vient me voir, il va voir son collègue, il fait non, lui, c'est carré, c'est bon, t'inquiète. Il me sauve de ce traquenard et je me rhabille normal. Et le moment où ma caution a été payée, et en mode je suis libre, il y a eu peut-être 4 ou 5 heures qui sont écoulées, genre c'était vraiment hyper long. Je sors, j'ai genre 5% de batterie, je prends un Uber pour aller à l'hôtel parce que dans tous les cas, Corentin s'il est sorti, il est déjà à l'hôtel. Donc je sors, me pose à l'hôtel douche. Très loin d'être sorti moi. Lui là, il était encore à une étape. Bah en fait, moi déjà je vais avoir la bonne surprise. En fait, quand je suis parti dans cette cellule, j'ai demandé à un policier déjà le numéro du consulat, et il m'avait imprimé une feuille. Et du coup j'appelle le consulat à Paris à 9h du matin, c'était pas le bon numéro. Et en fait, il m'avait laissé gentiment accéder à mon Apple Watch, parce que je pouvais pas accéder à mon téléphone parce qu'il y avait mes lacets dessus. Et en fait, sur mon Apple Watch, j'ai regardé les numéros que j'avais appelés récemment et tout, et j'avais le numéro du propriétaire. De la voiture. De la voiture. Et du coup, j'avais noté des numéros de téléphone aussi de parents, de potes, etc. Et du coup, j'appelle le propriétaire de la voiture, et je lui dis, bah mec, je suis en prison et tout. Lui, il doit se dire c'est à cause de la voiture, il doit pas Sachant comprendre. que le propriétaire, en fait, il avait commandé un Uber. Le Uber est arrivé sur place, il a vu personne, et il a pas eu de mes nouvelles pendant 24 heures. Ouais, c'est ça. Je suis en prison, mec. Sors-moi de là. Comment tu dis, du coup, tu dis I'm in jail, bro? Ouais, bah après, en fait, je crois que quand tu reçois un appel de la prison, tu décroches le téléphone, et t'as une voix qui te dit cet appel provient d'une prison, est-ce que vous voulez l'accepter ou pas? Donc il sait que ça vient d'une prison. Ouais, et il accepte quand même l'appel, heureusement. Il accepte l'appel, et du coup après j'ai réussi à lui communiquer un numéro d'un pote qui est en France. Je voulais pas donner le numéro de mes parents parce que ça leur aurait fait peur. Du coup je me dis un pote ça sera mieux. Et du coup je lui passe le numéro d'un pote et je lui dis bah appelle-le, dis-lui que je suis en prison, il va comprendre, il sait que je suis aux États-Unis, il va comprendre. Et c'était un pote américain. Ouais c'est ça joue aussi. C'était un pote américain qui a un cousin qui est aux États-Unis, donc comme ça au moins je pourrais avoir son numéro après pour l'appeler. Et du coup, voilà, bon, de fil en aiguille, on arrive à se mettre d'accord, j'arrive à l'avoir au téléphone, et il paye ma caution. Il faut avoir des potes comme ça, c'est très sympa. Ouais. Surtout que le site sur lequel payer, personne n'a envie de mettre sa carte dessus. Hein. Ouais, il fait peur. Ah ouais? Ah ouais, t'as l'impression que c'est un scam. Enfin, tu sais, ça te demande $1 500, c'est une page orange avec un bouton payé. Tu sais, t'es là en mode, je sais pas trop, hein. Il fait vraiment peur, donc très bon pote. Et du coup, il arrive il paye ma caution et tout, il devait être 14h peut-être à ce moment-là. Il y a un garde qui vient, parce qu'il y a un garde qui passe dans les grandes cellules toutes les 15-20 minutes et il scanne des QR codes qui sont au mur. Et du coup, je dis, bah ma caution elle a été payée et tout, trop bien, je peux sortir. Ils me disent, bah, je sais pas, c'est pas moi qui gère ça, enfin, il y a quelqu'un qui a besoin d'un pouvoir. Je suis en mode, ok, bah, du coup, j'attends, il y a 1 heure qui passe, 2 heures, 3 heures. Et genre, 18h. Non, ma caution était payée à midi. Et à 18h, ça faisait du coup 5 heures que ma caution était payée, que j'étais encore en prison et que personne me disait bah tu peux sortir. J'en peux plus quoi. Tu deviens fou. J'en peux plus. Ouais. Et là, à ce moment-là, bah, je réabandonne, tu vois, parce que j'ai eu cette petite lueur d'espoir quand ma caution était payée. J'étais content, je marchais dans la cellule, je parlais à des gens et tout, c'était cool. Là, j'avais plus d'espoir et je suis allé me cacher sous ma couette. Surtout que les gardes, ils font vraiment les bâtards. Genre, ils disent, ouais, dans 20 minutes, c'est bon. Dans 20 minutes, c'est bon. Enfin, toutes les 20 minutes, genre, tu leur demandes, là, c'en est où? Dans 20 minutes, c'est bon. Vas-y, donne une vraie heure, tu vois, quitte à faire, genre, donne un vrai truc. C'est que des infos nulles, enfin, qui servent à rien. Et du coup, au bout d'un moment, à 18h, bah, moi, je suis en train de m'endormir. Un garde qui rentre dans la cellule et qui dit mon nom de famille assez fort. Je comprends pas comment il le dit, mais en fait, j'avais parlé à pas mal de prisonniers. Et du coup, eux comprennent que c'est moi, et du coup, ils commencent tous à m'appeler. Ils disent French guy, Frenchy et tout, genre you're free et tout. Et là, je suis trop content, tu vois. Et ce qui était incroyable, du coup, je descends, et les mecs, ils sont tous en train de m'applaudir.
C'est en mode genre t'es libre et tout, genre ils sont trop contents pour moi. Parce qu'ils étaient un peu curieux, tu sais, genre c'est pas un profil qu'ils voient souvent, j'étais un petit français au milieu de tout le monde, ils se demandaient pourquoi j'étais là et tout. Du coup j'avais parlé avec pas mal de monde pour échanger et tout sur les trucs. Et je passe mon pull à quelqu'un, je sors enfin, après la procédure va durer encore très longtemps, comme lui, tu vois, ça dure longtemps, ils font tout lentement. Ouais, vers 18-19h, je suis enfin libre, je l'appelle, je suis trop heureux, tu vois, parce que je me dis putain, on est libre. Et après on rentre à l'hôtel Et on a raté notre avion du coup. Qu'on Ouais, devait prendre. ouais. Et Je pense que. tous les autres jours qu'on avait prévu de faire du l'urbex, on n'a rien fait. Ouais, on a tout annulé. On avait prévu de faire des trucs et tout, non, c'est du bon. Là, on va juste. Pas Déjà, on est sûr, en vie ouais. et on est Ouais. là, c'est déjà. On a un bien. procès au cul, donc ouais, on va faire attention. Et en vrai, là on le raconte avec un peu de légèreté, mais c'est traumatisant. De Ouais, ouf, hein. c'est clair. Tu sais que 3 fois j'ai fait des cauchemars de ça encore. Ouais. Je fais des cauchemars de la prison et tout, c'est vraiment terrible genre. Et ce qui est dingue, c'est que en vrai, tous les prisonniers sont tous super cool. Ils nous donnaient des tips et tout. En mode, Ouais. nous on n'arrivait pas à dormir sur le banc en pierre. Il nous a dit ouais, tu vas demander un rouleau de papier toilette au gardien, ils te le donnent, parce qu'ils sont obligés. Tu t'en fais un oreiller. En vrai, c'est mieux que rien, tu vois. Genre, ils nous donnaient plein d'astuces comme ça, tous trop cool. Par contre, les gardiens, après, ils sont pas là pour être gentils, Ouais. mais ils sont au-delà d'être désagréables. C'est vraiment des connards. Genre, je suis français, je suis en prison, aide-moi, mec. Ouais, même par exemple, moi quand je devais appeler, j'osais pas. Enfin, tu sais, genre moi j'attendais sur mon lit quand un téléphone se libère. Il y a un autre détenu qui a vu ça et qui a dit non, mais tu vas pas avoir de téléphone si t'attends comme ça et tout. Il est descendu, il allait voir un détenu, tu dis dès que t'as fini ton téléphone, tu lui passes le téléphone à lui, tu vois. Et moi je me suis assis derrière, j'attendais, après il m'a donné le téléphone. Parce que du coup, là, on peut même pas retourner aux États-Unis. Là, Parce que tu sais, le truc ESTA que tu remplis pour y aller, bah, il te demande si tu t'es fait arrêter. on dans l'ESTA. a plus le droit à l'ESTA. Ouais. L'ESTA, c'est mort. C'est refus direct. Donc pour aller aux États-Unis, maintenant, il faudra un visa B2. Et c'est jusqu'à ce que le procès ait lieu ou Ah non, c'est toute la À vie, là. vie, on n'a plus le droit à l'ESTA de nos Bah, vies. la question, est-ce que tu t'es déjà fait arrêter On Ouais. va toujours répondre oui. Est-ce que tu as déjà eu des Sauf si procédures tu mens, mais si tu t'arrives mens à là-bas. la douane américaine, Ouais, c'est chaud. c'est chaud. Donc il y a un truc qui s'appelle visa B2, tu dois aller au consulat américain en France, tu t'expliques pourquoi tu t'es fait arrêter et tout. Et en fonction du profil, voir si t'es pas fou, t'expliques ton histoire et il te le donne. Lui, il est valable 10 ans par contre. Là, notre situation aux États-Unis, du coup, c'est un peu chaud. On attend que le jugement se fasse. J'espère que notre avocat va bien faire les choses parce que si jamais lui se présente pas, et bah, à l'instant où nous, on n'apparaît pas à notre procès, il y a un mandat d'arrêt qui est mis contre nous. Et à l'instant où on met un pied sur le sol américain, on se fait arrêter. Ouais, on a déclaré comme fugitif, je crois. Ouais, fugitif, ouais, c'est Et ça. du coup, en termes d'avocat, juste, vous avez pris un avocat français du coup? Non, un avocat de la ville en question, Ah, c'est ça, ok. Ouais. qui connaît. Vous le connaissez cet avocat ou pas du tout? Non, j'ai passé des appels pour avoir. On l'a payé, on lui a dit sauve-nous, mec. C'est cher. C'est combien? Parce que déjà. 5 000 $. 5 000. Pour deux. Ouais. Mec, c'est Saul Goodman, mec. Ouais, exactement. Et 5 000 $, je ne sais pas ce qu'il en fait parce que. Mec, normalement, il y a pas. Mais à ce prix-là, j'aurais aimé qu'il attaque le propriétaire de la maison en justice parce qu'elle était dangereuse, il n'y avait pas de grillage, il n'y avait pas de panneau. Ouais. En soi, c'est nous qui pourrions demander, tu sais, c'est les États-Unis, t'as failli te blesser sur la propriété de quelqu'un, tu demandes 1 million. Moi, j'aurais bien aimé que Saul Goodman, il nous fasse ça, là. J'ai émis cette idée à l'avocat et il m'a très mal répondu. Il m'a dit mais non, ça va pas, c'est toi qui es en tort, tu vas rien faire, tu Ah ouais, putain. te tais. Il faudrait faire un contre-procès, genre, attaquer l'autre en justice. Ah, il m'a dit que c'est chaud. C'est pas un bon Saul Goodman. Mais si je récap, c'est la pire erreur. Ça fait genre 2600 de frais plus Plus la caution. plus 5000. Ouais. What? Plus, en soi, il y a des coûts qui n'existent pas vraiment, mais tous les urbex qu'on avait prévu de faire après, on avait déjà payé les billets d'avion, bah du coup, c'est dans le vent. On avait prévu de faire sur 5 jours des explorations, donc un peu de rentabiliser les 5 jours. Ouais. Là, on les rentabilise pas, on perd de l'argent. Bah, ça nous a coûté très cher. En tout et pour tout, ça vous a coûté combien Si on compte le manque à gagner ou juste. Si on compte le montant gagné. Ouais, si on compte le manque à gagner, je pourrais pas dire. Mais juste au moins, ouais, c'est ça, mais au moins, au moins On 10 pourrait 000 dire €. Enfin, la déjà, vidéo, juste parce ça. que après pour la vidéo, en vrai, on a voulu faire les choses bien. On a payé une illustratrice, Ouais. parce que vu qu'on Ouais, n'a aucune mais- image, on a tout fait illustrer. Donc ça, c'est aussi très cher l'illustration. Donc en soi, ça sera notre vidéo la plus Mais chère. ouais, quand tu prends genre juste les frais d'avocat à 5 000, les cautions 2800 parce qu'ils ont payé 1400 avec les frais. Donc tu vois, t'es déjà à 7800. Les billets d'avion qu'on a achetés qu'on n'a pas pris, c'était 500 €. 500 La €. voiture qu'on n'a pas trop profité. Ouais, la voiture on n'a pas pris. Tous les urbex qu'on n'a pas fait. Putain. Du coup, vous avez dit que vous êtes allé une deuxième fois en prison? En fait- L'urbex suivant celui-là. En fait, on avait organisé le plus gros urbex de notre vie, qui est le Cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, Ok. qui est un site de lancement de fusée actif, mais dedans il y a des navettes spatiales abandonnées, un lanceur abandonné et tout, et on avait prévu ça. Du coup, on est parti pour l'explorer. Aventure de fou, quoi. Ça, c'était combien de temps après? 1 mois et demi après. Un mois après. Ouais, un mois Un après. mois après. On n'y Ouais. va pas seul, on y va du coup avec un guide, David, qui est allé lui, ça fait 10 ans qu'il y va, il y allait 12 fois, c'est vraiment le boss de Baïkonour. Ouais.
et avec un autre explorateur, Urban Explorer, et on se dit sacrée équipe, tout ça. On arrive, on se fait déposer au milieu de la plaine kazakh, et en fait le cosmodrome, c'est un territoire russe. Ok. C'est, le Kazakhstan loue ce territoire à la Russie pour faire décoller des fusées, etc. Ok, ouais. Donc t'es plus au Kazakhstan. T'es en Russie, Ouais. officiellement. Et du coup, bah, nous, on s'infiltre, on avait été déposés dans le désert avec nos sacs à dos. La nuit. On prévoyait de passer les 2 prochains jours dans le hangar. Donc on avait de l'eau, de la nourriture, des sacs de couchage et tout. Donc là, on marche environ 10 km dans le désert, 10, 12. De nuit. 10 Et tu vois des lumières, des hangars allumés. Tout moment, il y a une patrouille en voiture qui arrive et tout. Genre, gros Donc stress. tu marches de nuit noire sans lumière. Tu peux pas te faire voir. Et on arrive à s'infiltrer dans le hangar. Vous marchez 10 km quand même. Avec les sacs où on a 20 litres d'eau chacun, genre. Plus le Les matos, sacs faisaient environ 30 kilos, quoi. Donc c'était dur. Vous êtes combien? On est 4. Vous êtes 4, ouais. Très épuisant. On arrive, on installe un petit camp dans une salle. Parce qu'on sait qu'il y a des gardes qui peuvent passer, donc on a une salle qui peut se fermer de l'intérieur et tout. On dort. On se réveille le lendemain et on commence à explorer du coup ce hangar abandonné. Il est censé être abandonné, d'accord. Ouais. Il Ouais. est abandonné, Ouais. mais il y a du passage. Ça Ok. fait 50 ans que les fusées sont là et n'ont pas bougé. Mais oui, il y a du passage, il y a des gardes qui passent dans les hangars, il peut y avoir des ouvriers, enfin c'est dans un site actif. Ouais. Et c'est ce que nous fait bien comprendre David, notre guide. C'est-à-dire qu'on est dans le hangar, mais faut pas parler fort parce que l'écho porte de ouf. La première heure, faut être hyper silencieux parce qu'à tout moment, t'as un gars posé sur une chaise qui fait pas de bruit et lui, il attend que ça. Ouais, c'est ça. Donc faut être hyper prudent et le premier truc qu'on fait, c'est monter dans les étages pour avoir un petit visu surtout. Donc là, c'est la plus belle chose qu'on voit de notre vie, littéralement. Tu vois, t'as les fusées, on est en haut d'un hangar de 70 mètres, au plein milieu du désert kazakh. Tu vois sur les côtés, parce qu'il y a des fenêtres, tu vois d'autres hangars, tu vois le hangar avec la fusée, tu vois des pas de tir de fusée qui sont abandonnés. C'est incroyable, tu vois. T'as l'impression d'être un peu sur Mars, tellement c'est un paysage lunaire. On est trop contents. Mais il y a du monde qui arrive en bas, une première fois. Un grand groupe de personnes. Et il y a pas mal de personnes en bas, on se dit c'est normal, ils nous avaient prévenu, c'est normal qu'il y ait du monde. Ils ressemblent à quoi les gens? C'est genre des ouvriers, des gars avec des casques. Ok, ouais. Enfin, rien Au début, d'inquiétant. c'est juste des ouvriers. Ils rentrent une fois, ils sortent, on dit ok, c'est normal, c'est le plan. Mais 10 minutes plus tard, il y a encore des gens qui arrivent. Et tu vois, notre Ils sont guide, de plus en plus, David, encore. il nous dit ça fait 10 ans que je fais, j'ai jamais vu ça. Ok. Donc il y a 2 fois de suite des gens. Ouais, Enfin, ça fait vraiment beaucoup d'allers-retours. Il y a Et de là, plus en ils plus de monde. repartent, ils reviennent et tout. Et là, ils commencent à crier, les mecs en bas. Oh Ouais, Oh très Genre, fort comme ça. En boucle. Et on se dit, de manière un peu naïve, ils sont en train de jouer avec l'écho. Ouais. Ils font peut-être. peur aux pigeons, Ils font peur enfin, aux ils se font pigeons, chier, quoi. peut-être. Ils crient en quelle langue? Non, il crie rien, il crie juste Oh, Ouais, Ok. ça, juste. Mais ça résonne et... C'est pas un mot en particulier, juste ils. Ouais. Oh. et ça fait bader, genre, et on prépare un plan en mode David, il nous dit au cas où il monte, là, il y a une pièce plongée dans le noir derrière, on essaie de voir s'il y a des cachettes, et on est en mode ok. Ouais, putain, il y a déjà. Ok, vous dites déjà, Ouais, ok, là, au si cas là, où. s'il y a un monte. C'est super risqué. On sait qu'il y a beaucoup de chances de se faire attraper, et que si on se fait attraper, c'est risqué parce que c'est les Russes qui vont nous attraper. Ouais. Et donc là, on continue à regarder, et là, on remarque aussi qu'en plus des ouvriers, il y a des militaires russes qui sont en bas. Mm. Là, on se dit bizarre. Votre pote, le guide, il dit un truc sur le militaire ou... Bah, il dit c'est jamais arrivé. Enfin, lui, même lui, il était choqué, et Ouais. nous, on dit si le guide là, il est choqué, si David t'es choqué, c'est que Putain, c'est c'est chaud, pas hein. normal. Et à ce moment-là, nous, on est vraiment très haut, on est à 70 mètres de haut, tu vois. Mhm. Et je prends mon appareil photo, j'ai le téléobjectif, je zoome sur eux, tu vois. Et là, horrible, je regarde en mon retour, et je vois le garde qui me regarde droit dans les yeux. Eye contact. Eye contact, tu vois. Et là, je suis en merde. Et je les préviens, il m'a vu, je suis sûr qu'il m'a vu. Ils disparaissent, je sais pas, ils sortent, ils disparaissent, on n'entend plus de bruit. Et là, on commence à entendre des bruits dans les étages, ils sont en train de monter. Du coup, bah, nous, on fait le plan de repli, on se cache dans la petite salle et tout. Sauf qu'il y a que 2 bonnes cachettes. Genre vraiment 2 cachettes excellentes pour le coup. Il y a Corentin et Urban Explorer. Et moi, je me retrouve avec David. Littéralement, je suis comme ça. Je suis face au mur dans le noir. Je me dis, il va pas me voir. Et quand il dit il y a 2 bonnes cachettes, c'est-à-dire il y a 2 cachettes pour 2 humains en fait. Ouais, Corentin et Urban Il y a la Explorer. place pour 2 personnes. En fait, il faut se dire que c'est une petite pièce noire, tout en métal, avec des grandes poutres qui passent. Et en fait, moi avec Urban Explorer, on s'était cachés entre les poutres. Donc quand tu rentres, si tu fais pas le tour, tu ne nous vois pas. Tu vois. Ok, ouais. Et bah d'ailleurs, C'est pas des cachettes de dingue non plus en vrai. Ouais, mais pas ça- des ça cassettes. fait le Mais taf. en fait, la salle est tellement noire que on se dit bon, ça peut passer. Et là, du coup, t'as le garde qui directement arrive dans cette pièce. Tu sais, il y a la lumière et tout. Et moi et David, on reste comme ça, genre en mode tu nous vois pas, tu nous vois pas. Là, il dit un truc genre oh. Enfin, il dit un truc. On se retourne, bah il nous a cramé. Et David prend le lead, enfin sur le truc, vu que c'est le guide, c'est moi je sais pas quoi dire, il prend le lead, enfin on se fait sortir de la pièce, etc. Il nous emmène un peu plus loin. Et nous, non. Nous, Ouais. on est encore cachés. Tu vois, on est encore dans le truc, il nous a pas vu, le garde. Mais sauf que le truc qui va arriver juste après, c'est que il va demander à Gabriel directement, ils sont les 2 autres. Ouais. Ils savaient qu'on était 4. Donc, et ça explique pourquoi ils étaient tous en bas. Enfin, ils savaient qu'on était présents dans le hangar tous les 4. Et encore aujourd'hui, on n'a pas la réponse de comment ils savaient qu'on était là.
Pour les Sachant qu'on hypothèses, s'est c'est caméra thermique. Ouais, on a fait gaffe, il n'y avait aucune caméra, aucune LED à l'extérieur, on est passé devant aucune patrouille, on a marché sans lumière, on n'a pas fait de bruit quand on est rentré. On avait fait un truc parfait. Mais ils savaient qu'on était 4. Ils veulent direct qu'on coupe les micros, les caméras, du coup on essaie de filmer un peu sur le côté. Et ils nous font passer sur une passerelle qui surplombe tout le hangar et là on se dit c'est la dernière fois qu'on les voit. Ils nous emmènent à l'extérieur du hangar et là il y a peut-être 30 personnes. Ouais. Il y a des ouvriers, des militaires et il y a le patron. Un gars bien en costard, la casquette de capitaine, toutes les médailles ici. Et lui c'est le boss. Ouais. Et on a eu beaucoup de chance parce que du coup on avait tout filmé la veille, notre arrivée dans le hangar. Et on avait changé la carte SD du coup parce que nouvelle journée, nouvelle carte SD. Et il nous dit montrez les images, je veux voir les images, comment vous êtes arrivés. Du coup moi je lui montre les images dans le hangar et La nouvelle carte SD. ouais, il y a que des images dans le hangar. Bon déjà ça fait un peu chier de lui montrer parce qu'il y avait aussi des images que j'avais filmées en scred des militaires quand ils nous Ouais, escortaient. putain. Donc là je passe en vite. Mais lui, il était vraiment intéressé seulement par l'accès, comment on était rentré. Ouais. Ok, ouais. Et parce qu'il espérait je pense voir plus notre chauffeur. Je pense qu'il voulait voir la voiture et qui nous avait amené là. Ok, ouais. Parce que c'est lui qui veulent vraiment coincer en soi, les touristes ils s'en foutent. Et du coup il scrolle, il s'en fout. On se fait fouiller tous nos sacs, tout à l'extérieur, il nous demande ouais est-ce que vous avez des couteaux et tout. Non, on n'a pas de couteaux. Tous les sacs sont vidés, on re-remplit tous les sacs et on va monter dans 2 voitures. Il y a un moment donné où il remonte pour vous, parce que vous êtes un peu caché à ce moment-là. Non mais Ah non, on les a balancés. on est direct sortis. Ah ok, après. vous avez pas lancé dans ce Bah, temps-là. Ouais, je savais pas si... Oui non mais c'est Non, vrai qu'on l'a pas on est précisé. sortis 2 minutes après, quoi. Parce que dans Ok. tous les cas, si moi et David ils nous sortaient qu'on disait non il n'y en a pas de 2 autres, après ils Oui, disaient bah ça- emmenez là où il y a vos sacs, il y a 4 Il y gros avait 4 sacs. sacs. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, il n'y avait pas le choix. Donc on se retrouve en bas, ils nous foutent dans 2 voitures et là on roule dans le désert, c'est vraiment Enfin, il y a des bâtiments abandonnés de partout, des villes fantômes et tout. C'est lunaire un peu. C'est incroyable, Et j'ai là, on jamais vu un truc aussi beau. Ouais. On On se est fait du retrouve, Urbex, tu vois, donc c'est- Ouais, bah ouais, bien sûr. On se retrouve devant une base avec un énorme drapeau russe, un portail qui s'ouvre, des barbelés. Ouais. Et là, on est dans une base militaire russe. Et il y a des gars avec des AK-47 et tout, genre. Là, c'est flippant. Ouais. Là, tu vois, on se dit, ok, c'est plus la même chose, c'est plus les Kazakhs, c'est les Russes. Et ils nous mettent dans un truc en extérieur avec un petit parc. Et il éteint sa dashcam, on sait pas trop pourquoi. Le gars avec sa Ouais. mitraillette, enfin sa AK-47, il lâche un truc genre oh chill guys. Le mec vient d'éteindre sa bodycam devant nous, il l'a rangé, il avait son AK. Et j'étais en mode, il va nous fusiller là. Il nous genre. dit ça. chill guys. Mais. Bah non. Et surtout qu'en plus, il avait dit à ses collègues de partir, genre. Ouais. Premier degré, je pensais qu'on était mort. Le chill guys, il était pas du tout rassurant. Non, c'était pas chill. Et on est resté peut-être une demi-heure. Du coup, il fait quoi le gars? Il retourne Bah, il nous surveille juste, en vrai, il était juste là. Je pense qu'il voulait juste nous faire peur, je sais pas trop. Ok. Ouais. Je pense qu'il y a des photos de copies des passeports qui sont faites, etc. Il les garde quand même. On remonte dans les voitures, on quitte la base, et là on arrive dans la ville de Baïkonour. La ville de Baïkonour, c'est donc une ville entourée de barbelés où tu rentres pas comme ça. Enfin, il y a des contrôles de sécurité, etc. C'est un territoire russe. Et on arrive dans la ville, et là on se dit bon bah on va aller au poste de police, tranquillou. On arrive au poste de police, c'est plutôt tranquillou, enfin jusqu'à ce moment-là. C'est une pièce quand même assez fermée, il y a des bancs, etc. Ils nous prennent toutes nos affaires, la fouille des sacs. Ils commencent à regarder un peu tout ce qu'on a sur nous. Et ça devient très loin. C'est que des militaires. C'est que des militaires. Ouais. Donc c'est un poste de police, mais que avec des militaires. Et ce qui va être un peu plus cool, on va faire des comparaisons entre ce qu'on a vécu aux États-Unis et en Russie. Enfin, du coup, là-bas, on a nos sacs, on peut boire, on a le droit de boire, on a même le droit de manger, enfin, ça va, tu vois. On a des rations de survie qu'on peut taper. Et après, bah, s'ensuit un interrogatoire, en fait. Comment ça se passe ça? Il y a plus de personnes qui arrivent, tu vois qu'il y a une personne un peu plus haut gradée qui arrive et qui nous demande des choses. Enfin, au début, En fait, ils te demandent de retracer tout ton itinéraire. Ils te demandent d'où tu viens, Paris-Charles de Gaulle, t'as eu une escale où est-ce que t'as atterri, Ouais, où est-ce ton que t'as itinéraire dormi. de la France, c'est Le ça. truc hyper précis, hyper détaillé. Donc en vrai, c'est assez rapide, Corentin le fait. Après, bon, bah, c'est la même chose. Hein. Ouais. Et en fait, pour les communications, il y a une traductrice qui va arriver. Du coup, au moins, on va pouvoir leur expliquer plus précisément ce qui se passe et tout. Et du coup, on va vraiment raconter tous nos trucs et tout. Et en fait, on sait pas trop si on va sortir ou pas. Ouais. Même chose qu'aux États-Unis, on se dit, bah, une fois qu'on aura fait ça, on pourra rentrer chez nous, on pourra juste sortir. Et là, avec un tout sourire, elle nous dit, ok, bon bah à demain. Vous avez passé la nuit ici. Et passer dans le juge demain. Alors qu'on l'aimait bien au début, elle était un peu rassurante. et tout. Là, ah non. Et on continue de se faire interroger, elle part. Et là, il y a 2 gars qui arrivent en civil. Et on est quasiment sûr que c'est le KGB. eux. FSB. FSB, ouais. Parce Les qu'ils arrivent, services secrets russes. ils chopent notre drone, ils savent vous regarder, ils chopent les téléphones, ils les passent en russe, ils regardent tous les historiques de comptes et tout. Et du coup, nous, il y avait rien à cacher. Mais par contre, David, qui est notre guide, qui vient ici depuis 10 ans,
Bah la con avec le gars qui nous a amené en voiture. Parce qu'en fait, on avait menti. On avait dit que le chauffeur, c'est quelqu'un qu'on venait de rencontrer et tout. Et du coup, ces 2 agents du FSB, ils savent chercher. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Et en 30 secondes, ils montrent une conversation avec David. De David avec le chauffeur qui date de Qui a 8 ans. 7 ans, tu vois, 8 ans. Ça, il a montré à vous, il a montré Il à montre à David. David en mode bah explique-nous ça. Ouais. Et là, aïe. Bizarre. Et après, Ouais. même les photos au drone, enfin tous les trucs au drone, tu vois, ils voient la voiture dans le désert, donc ils ont des images de la voiture. Ils suppriment tout sur nos téléphones. Ouais, et surtout, après, ils savent faire, tu vois. On genre. a quand même bien magouillé parce qu'on a gardé toutes les images. C'est-à-dire que Quasiment. le drone, bah, ils ont la manette, ils suppriment sur la manette ce qu'il y a dessus, sauf qu'il y a une carte SD dans le drone. Ok. Donc on a quand même tout sauvegardé. Pour l'appareil photo, parce que chacun a un peu notre truc, parce que chacun Ouais. c'est dans le sac. Pour l'appareil photo, on a 2 cartes SD pour filmer dessus au cas où il y en a une qui brûle. Ouais. Bah du coup, au moment de sortir le truc, faut faire une petite manip où t'en sors une, tu la fais tomber dans le fond du sac et t'en montes qu'une. Ouais, Ouais. ouais. Du coup, ça c'est bon. La GoPro, je sais pas pourquoi. La GoPro, ils Rien à ont foutre. pas vérifié. Rien à foutre. Genre, GoPro, paf, on s'en fout. Donc ça c'était plus facile, mais sinon on a réussi à tout sauvegarder, toutes les images. Juste téléphone, ils ont tout supprimé depuis. En fait, à l'instant où on est parti de notre hôtel pour aller justement à Baïkonour, c'était la dernière photo qui est sur le téléphone. Et après, c'est tout. Ils ont tout supprimé, supprimé. pour qu'il n'y ait pas de traces de cette exploration. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a des trucs top secret là-bas ou c'est. Non, je pense que c'est juste par principe, Ouais. pour pas que 2 connards publient ça sur internet par exemple. Ouais, ouais. Il y a ça aussi, ouais, et après ils veulent peut-être pas le montrer au monde, je sais Ouais. pas. Et ils sont très aussi dans le on arrive à sécuriser, vous en faites pas. Enfin, il y a eu plein d'articles après sur nous sur l'arrestation. Les articles ils disent 4 espions On français a ont été été. traités d'espions français après. Tu sais, c'est en mode ils ont été arrêtés sans rentrer dans le cosmodrome. Alors que si on était dedans, Ouais, tu sais, ils aiment ouais. bien lisser les trucs en mode Ok, ils ont ouais. pas réussi. Enfin, En tout, il y a eu une 15aine d'articles sur notre arrestation qui ont été publiés. Et Là-bas, donc là-bas, et tu vois que c'est des articles un peu pour dissuader les autres de le faire, parce qu'ils disent dans l'article qu'on a payé une amende de 5000 roubles, qu'on m'a jamais payé, ça fait 54 €. Qu'on n'a pas réussi à accéder, qu'on était des espions, qu'on s'est fait arrêter, qu'on a passé, qu'on n'est pas qu'on rentré est, dans le qu'on est encore en bâtiment. prison, tu vois. Enfin, c'est que des trucs pour dissuader. Et après, nous, c'est quoi la suite? C'est Ils nous mettent en cellule. Déjà, nous en mettre vrai, en cellule, on petit a à petit. une chance de ouf parce que ils nous disent qu'ils vont nous mettre en cellule, comme l'avait dit la traductrice. Bah demain, c'est le tribunal, donc on sait qu'on dormait là. Ouais. Grave cool les gars. Aux États-Unis, ça se serait pas passé comme ça. Ils nous laissent matelas, sac de couchage. Ça, c'est très sympa. Grand prince. Vraiment, c'est En vrai, cool. ça fait la diff. Par contre, l'odeur dans la cellule. Sachant On est que- 4, ouais. ça fait 2 jours qu'on s'est pas lavé, on pue les putain. et l'enfer. Et en fait, les cellules là-bas, c'est pas aussi moderne qu'aux États-Unis, tu Ouais. vois, où c'est aéré, t'as des vitres, etc. Rien. C'est un cube de béton. Oh putain, ok, il y a des fenêtres aussi? Bon, il y a Non, pas- non. Ok, Il ouais. y a une caméra qui filme dans le coin, Oh c'est tout. putain. Et t'as une porte où c'est des barreaux, et par-dessus les barreaux, t'as un vitrage ou un truc comme ça par-dessus. Donc tu peux rien faire. Et là, va se passer quelque chose de fou, parce que dans la soirée, je sais pas quelle heure, ils vont venir nous sortir de la prison, de la cellule, pour qu'on signe des papiers, qu'on fasse les photos, les empreintes, et Corentin va faire quelque chose. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais acheté, en fait, il y a pas longtemps, une mini caméra. Tu sais, les Ouais. petits trucs, les petits gadgets un peu, tu vois, porte-clés, mais là. genre qui fait cette taille-là. Ouais, ouais. Et du coup, bah, je dis aux gardes, ouais, j'ai besoin de médicaments pour dormir et tout. Voilà. Du coup, je fouille dans mon sac, je prends un truc pour dormir, tu vois, et je prends ma mini caméra. Et comme en fait, ils nous avaient déjà fouillé avant, ils allaient pas nous refouiller pour nous mettre dans la cellule. Et du coup, je prends la mini caméra dans ma poche et je rentre avec la mini caméra dans la cellule. Et du coup, on a pu filmer quelques images à l'intérieur de la cellule. La qualité est atroce, mais tu devines ce qui Ouais, se ouais. passe, tu vois. Putain, c'est dingue. Sachant qu'il fallait faire très attention parce Il y a qu'il y pas une avait, caméra qui filme le. Ouais, il y avait c'est une ça. caméra qui filmait. Du coup, la caméra était dans l'angle comme ça, et moi, j'étais comme ça avec la caméra pour filmer un peu comme ça. Et tout. Je voulais des images. Mec. On Et les t'en a. as eu finalement? Ouais, on a eu 2 minutes. on a de- des images à de trucs, l'intérieur, de nous qui discutons, qui prenons le petit-déj, je qui crois. prenons le petit-déj. Aux États-Unis, jamais on n'aurait pu toucher, ne serait-ce que toucher une de nos affaires. Ouais. Là-bas, ah, ton sac, t'as besoin d'un truc, bon, on va chercher, tu vois. Genre. Ouais. À quel moment Et les échanges étaient beaucoup plus cordiaux avec les militaires russes, par exemple, quand ils nous ont vu manger nos rations de survie françaises, enfin c'était des rations de l'armée militaire, de l'armée française. Et du coup, il y a un très haut gradé qui vient nous voir, qui dit ouais, j'en ai mangé en 88 de ces rations, elles sont trop bonnes, est-ce que je peux t'en acheter et tout. Et du coup, on lui a Ouais. vendu une ration de survie et tout. Enfin, pour genre C'est- 30 centimes. Ouais, Ouais, 2 euros, je crois. Et du coup, là, à ce moment-là, on n'est pas en prison, on est en garde à vue. Ouais. Donc c'est que le début en fait de nos problèmes. Nous, on se dit, bon bah, devant un tribunal, on est libre après. Ouais, bah ouais, bien sûr. Donc on passe notre nuit, etc. Le lendemain matin, on se fait réveiller assez tôt. On se fait mettre avec tous les autres détenus qui étaient présents avec nous, c'était que des alcooliques, enfin que des gens ivres morts, un peu bizarre. Et ils nous mettent dans une camionnette. Nous, on est tous les trois à l'arrière avec notre sac à dos.
Tous les 3, tous les 4? Tous les 4. Tous les 4, pardon. Et t'as... Ils sont sympas, ils nous laissent monter en premier pour nous asseoir sur les sièges parce qu'en fait, il faut savoir que dans cette caravane, il y a 8 sièges peut-être pour 20 personnes. Ok. Et tous les gens sont assis Et sur... après, les autres sont en tasse, mais nous, ils nous sont gentils avec Super nous. ambiance. Et du coup, on avance, on fait des tours dans la ville, je comprends pas où est-ce qu'on va, et on arrive dans une base militaire, enfin un truc avec beaucoup de barbelés, et à l'intérieur, c'est une sorte de hangar. Une aire d'autoroute, en vrai. C'est une aire d'autoroute, Ouais. et en fait, c'est là qu'on va se faire juger. Mm. C'est pas du tout un tribunal comme tu peux voir, avec des grands piliers, etc. C'est C'est une pièce de 9 mètres carrés. avec de la tôle et c'est. Un bureau, un drapeau russe de 2 mètres, et Ouais. ils te Et- posent des questions. Ils te posent des questions, enfin ils savent la bêtise que t'as fait. Et moi je suis le premier à passer, ils me posent des questions, enfin genre un peu des trucs banals. Donc là, on est devant un juge russe. Ouais, Ouais. ok. Et tous on a eu le droit à une question un peu bizarre. Genre moi ma question bizarre c'est est-ce que t'as de l'argent? Moi j'étais en mode une cash? Ouais, yes. No, but enfin ou non, mais mes amis ils en ont sûrement si t'en veux. Genre là je suis en mode ok, bizarre la question. Je ressors, il croit aussi, il a eu le droit à Ouais, cette il question. va me demander est-ce que je connais quelques petits mots en russe. Je lui dis ouais. Skabriat. Je lui dis pas ça parce que c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Mais oui, je lui dis ouais, je sais dire merci, non et tout. Ouais. Enfin, tu parles un peu avec lui, quoi. Tu penses qu'il va être plus clément. Et au final, bah voilà, on passe tous les 4 et après, on se dit bah ok, c'est bon. On retrouve la traductrice. On peut être libéré et tout. On parle à la traductrice. Elle nous dit alors ouais, vous allez être libre, mais en fait, pour la procédure, il faut que ça dure au moins 24 heures, votre garde à vue. Du coup, et là il est genre 8h, 9h. Il est assez tôt, ouais. Ouais. Du coup, on se dit bon, ok, bah. On va retourner au truc d'avant. hein. Ouais, ouais. Et du coup, on monte dans le camion et tout, et là, on voit qu'on prend un chemin un peu différent. Ok. Et on entre dans un endroit avec des énormes murs, des barbelés, et on se dit, Oh bah, non! je connais cet endroit, c'est une prison. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Et là, du coup, on rentre dans une prison russe. Ils font sortir tout le monde, tu passes plusieurs portiques avec des barbelés et tout. Il y a vraiment des barbelés partout, quoi. J'ai jamais vu autant de barbelés de ma vie. Et ils te mettent dans une sorte de petite cage en extérieur, où tu peux prendre un peu le soleil. Au moins, on est content juste de pouvoir respirer de l'air. Et on attend. Nous, on se dit, en fait, on va rester là jusqu'à 14h. En vrai, c'est des gars gentils, en fait. Bon, le temps passe, ils vont nous laisser là jusqu'à 14h, trop bien. Et en fait, il y a un endroit qui descend un peu en sous-sol, où là, il y a les vraies cellules. C'est une prison souterraine, en fait. Ouais. Ok. Et là, petit à petit, on se fait appeler pour descendre, et là, on se dit... Bah, en fait, au fur et à mesure du temps, au début, on était 20 détenus. Enfin, tous les gars avec qui on était. Et ils partent tous Un au par fur et à un. mesure dans le souterrain, tu vois. Et au bout d'un moment, on se retrouve plus que tous les 4. Et on se dit, ok, on va peut-être rester On ensemble. va faire un five. Et là, ils nous disent, descendez. Et du coup, on descend, et là, tu sais, t'as l'ambiance un peu flippante. Enfin, moi, ça me faisait flipper parce que t'arrives dans des salles où, genre, t'as des portraits de Poutine, des drapeaux russes et tout. Genre, tu te dis, C'est une ambiance. ok. Et là, c'est assez étrange, ils nous font la procédure de rentrer en prison. C'est-à-dire qu'on va refaire une visite médicale, on doit se mettre... Là, ça va, pas tout nu, Ouais. mais juste en caleçon. Ça va. Ils te prennent ton poids, ils te demandent si t'as des allergies, des trucs comme ça et tout. Encore une fouille du sac complète, ils réinventorient tout. Enfin, ils sont obligés, en vrai, c'est la procédure. Ouais. Mais le truc qui est un peu flippant, c'est que du coup, après avoir fait tout ça, on est en mode bon, bah, on remonte à l'extérieur. Ils nous amènent au niveau d'un placard. Moi, je suis encore. À chaque fois, je suis le premier. Ouais. Au niveau d'un placard, ils font ta couette, ton oreiller, tes draps. Et moi, mec, je sors à 14h, I'm free. Ouais. Alors, vas-y, suis-moi. Ils m'emmènent dans une cellule avec 4 lits vides. Et là, je suis en mode, ils nous ont baisés. On va rester C'est ça. là, genre 1000 ans, tu vois. Ouais. Moi, là, je suis vraiment en mode, je suis solo, je suis baisé. Vas-y, je fais mon lit et ça se trouve, enfin, autant le faire maintenant. Ouais. Et au bout de peut-être une demi-heure, je vois David qui arrive. Donc, je suis en mode, ok, déjà, ils sont cool, ils nous mettent tous ensemble. Ouais. Même si ça dure, si on est là pour 10 ans, au moins, on est ensemble. Et là, les autres, ils sont encore en train de faire les procédures médicales. Ça va prendre beaucoup de temps, ça Ouais. va prendre tellement de temps que moi, quand je vais rentrer dans la cellule, il sera 14h30. Et pendant que lui il faisait ces trucs, moi, les militaires, ils viennent me voir avec David en mode, ouais, vous voulez manger? Bah ouais. Et ils nous amènent dans une cantine où il y a genre, il y a une table et des popotes. Ils nous filent genre une soupe, du poulet, du riz et tout. En vrai, 10 sur 10. Ah genre ouais, vraiment c'est très bonne. Jusqu'au moment où je vois le gars qui était en face de moi qui part faire sa vaisselle. Il rince son assiette à l'eau, il rince son verre à l'eau, sa fourchette à l'eau. Il les repose dans les trucs propres. Et là, je me dis, non. non. Qu'est-ce que j'ai pris? Les bâtards, hein. C'est humiliant, tu vois. Et bah, forcément, tu fais pareil, je finis de manger, bah, je rince à l'eau. En Ouais, fait, ouais. en termes d'hygiène, c'est Ouais, y a abominable. rien, y a rien. Ouais. On retourne dans la cellule, là, t'entends une vieille radio qui grésille, des chants russes et tout. Ouais. Et on voit l'enfer. En fait, j'étais un peu rassuré d'un côté parce que j'avais demandé est-ce qu'on va vraiment sortir à 15h et tout. Et le garde, il nous avait dit oui, vous sortirez à 15h. Il nous avait même écrit 15h sur un papier, tu vois. Enfin, on était rassurés. Ils Mais étaient d'un autre très côté- honnêtes et Ouais, très carrés pour Mais le d'un coup. autre côté, tu vois, ils faisaient toutes les procédures pour qu'on reste en prison. Et je suis en mode, mais enfin, est-ce qu'on va vraiment sortir de prison ou pas? Parce que personne doute sait qu'on s'installe, est là. hein. Ouais, ouais. Ouais, et le doute s'installe, genre en mode tu m'as filé un oreiller, une couette quand même, c'est bizarre là le Ouais, truc. je te jure. Et ouais, et 3 minutes avant l'heure où on devait sortir, ils viennent nous voir en mode bah prenez vos sacs, on vous fait sortir. Là ils nous rendent nos téléphones un
un chouï trop tôt, parce que du coup, il y a le temps de sortir, de faire des petites vidéos comme ça, de filmer à l'intérieur de la prison. Et Putain, les fourbes. on sort, il nous amène au niveau d'un portail qui s'ouvre devant nous avec un énorme drapeau russe. Là, t'as genre 2 bagnoles qui nous attendent. Et on monte dedans, ils nous sortent à l'extérieur de la ville de Baïkonour. Littéralement, ils nous jettent un peu au milieu du désert, tu vois. Enfin, Ouais. Juste, sortez du territoire russe, on veut pas vous voir ici. Ouais. Et après, on marche. On a marché une demi-heure après bus, on est rentré. Mais l'expérience, c'était... alors, ça faisait peur d'être dans une prison russe, parce que tu te dis, bah, déjà, t'as personne qui sait que t'es là. T'as pas de droit, tu vois, enfin, c'est des Russes, quoi. Mais après, pour le coup, ils étaient beaucoup plus honnêtes et Mais beaucoup plus carrés qu'aux États-Unis. Justement, je voulais y venir, tu vois, ils sont curieux, ils sont sympas, Ouais. ils nous ont posé plein de questions sur comment c'était la vie en France, quel voyage on avait déjà fait dans notre vie et tout. Et en fait, on apprenait aussi que, par exemple, ces gardes russes, ils avaient interdiction de voyager. Et Ok. que les seuls pays qu'ils avaient visités dans leur vie, c'était le Kazakhstan et la Russie. Et ils s'étaient super intéressés à nous, ils étaient cool et tout. Mais de temps en temps, quand même, ils te rappelaient à l'ordre, ils disaient ah, mets tes mains dans le dos et me regarde Ouais, pas quand ouais, même. ouais. Et mets dos au mur quand même, tu vois. Ouais, c'est quand t'attends, t'as le visage sur le mur et les mains dans l'eau. Même quand tu marches dans les couloirs, c'est les mains derrière, t'es pas menotté, mais les mains derrière. Ouais. Mais sinon, ouais, très cool. Et la bouffe, toi, t'as pas eu le temps de goûter, malheureusement. pas, je T'aurais sais pas. kiffé. T'aurais kiffé. En fait, j'avais très faim, je voulais vraiment manger, mais je me suis dit, si je mange, peut-être que ça va prendre plus de temps pour qu'on sorte. Ouais, C'est faut quoi mieux. Faut C'est mieux quoi, te je Après, mange ils pas, faisaient remporter, hein. Il n'y avait pas de takeaway. Mais du coup, chaque prison a un peu ses avantages et ses inconvénients. Je pense que j'ai préféré quand même en Russie. Moi aussi. Ouais, parce que déjà, c'était plus rapide, ils étaient honnêtes, la bouffe était bonne. Et ouais, en vrai, genre, enfin, tu sais, tu as toujours les clichés de les Russes et les méchants et tout, Ouais. mais au final, ils ont été humains avec C'est nous. ça. Mm. c'est ça. Alors que la prison aux États-Unis, c'était Ouais, inhumain. c'est ça. Le mot humain, il est très très bien. Carrément, ils étaient mignons. Les... Ouais, bah à côté, c'est Genre, ça. tu sais, ils venaient te voir en mode, ouais, mets-toi Instagram et tout. Et toi, tu bon, bah vas-y, tu vois. Et tu oh, Ouais, c'est vraiment, toi. c'est. Oh. Il était choqué, il était en mode curieux et tout. Enfin, c'était vraiment marrant. Plus sérieusement, les gars, merci beaucoup. J'avais une tablette avec des questions. J'en ai pas besoin, les gars. Vous racontez tellement bien que j'ai juste. Ah oui, posé c'est vrai la qu'on t'a tablette, pas là. trop laissé. Non, il y a pas ok. besoin, mec. Si c'était t'en as parfait. quelques-unes, C'était- on y répond. hein. Non, c'était trop intéressant. Enfin, franchement, ok. en fait, vous avez tout raconté dans le moindre détail, mec. C'était dingue, quoi. Merci infiniment, les gars. C'est déjà la fin de cette vidéo, les gars. Je vous rappelle évidemment que si vous aussi vous avez eu des témoignages un peu terrifiants, flippants, choquants, peu importe, il y a un mail qui s'affiche juste ici pour envoyer un petit récap de votre histoire. On sera un plaisir de la faire passer directement dans StoryCube. C'était Noah. Bye.